Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Tripoli arrivera-t-elle à mettre fin à ces milices? C'est en tout cas ce que tente de faire une brigade de la capitale libyenne, malgré la signature d'une trêve paraphée ce mardi 4 septembre qui a du mal à être respectée. Les pays de la zone CEMAC misent sur la transformation et l'exportation de leurs ressources animales et halieutiques pour diversifier leur économie, une mesure pour faire face à la crise engendrée par la chute des prix du pétrole. Et au Sénégal, les acteurs du numérique demandent l'amendement de l'article 27, cette disposition contenue dans le projet de loi portant code des communications électroniques pourrait être une menace pour l'accès aux applications de téléphonie mobile. En Libye, l'accord de cessez-le-feu du 4 septembre à Tripoli par les Nations Unies était trop fragile pour durer. À peine annoncée, cette trêve n'a pas été respectée par les milices. Depuis quelques jours, une coalition de milices armées affronte un groupe du sud de la capitale. Bilan, une cinquantaine de pertes en vies humaines et plusieurs blessés. Sharon Camara. Ce mardi 4 septembre, la mission des Nations Unies en Libye a annoncé la signature d'un cessez-le-feu afin de mettre fin aux affrontements meurtriers qui se déroulent depuis plus d'une semaine entre les groupes rivaux à Tripoli, la capitale libyenne. Étaient présents à la rencontre des officiers militaires, des chefs de différents groupes armés, le ministre de l'Intérieur et d'autres représentants du gouvernement d'union nationale. Sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, un accord de cessez-le-feu a été conclu et signé aujourd'hui pour mettre fin à toutes les hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés. Cet accord prévoit aussi la réouverture de l'aéroport de Tripoli qui avait dû fermer le 31 août suite aux violents affrontements. Depuis le 27 août dernier, des affrontements opposaient plusieurs groupes armés, dont certains venaient de Misrata et de Tarhouna. D'autres milices de Tripoli avaient autrefois œuvré sur l'autorité du gouvernement d'union nationale. Les affrontements les plus violents ont eu lieu sur la route de l'aéroport international de Tripoli qui avait été détruit en 2014 dans des circonstances similaires. La situation en Libye est dégradée depuis que les forces occidentales ont mené la guerre contre le dirigeant Mohamed Kadhafi qui, qu'on le veuille pas, quand même avait à gérer son pays, peut-être d'une main de fer trop forte, mais il gérait au moins son pays. Depuis lors, on part avec certains leaders, des Haftar, vous avez aussi à l'intérieur les djihadistes qui arrivent, l'État islamique qui est dans un terreau fort fertile. Non, c'est peut-être l'élément déclencheur, mais le terreau était extrêmement fertile à ce genre de problème. Bien que fragile, l'accord signé par la plupart des milices qui sévissent à Tripoli vise à instaurer un climat de paix dans la capitale. Durant cette semaine d'affrontements, au moins 50 personnes ont perdu la vie, 138 personnes ont été blessées et 1800 familles ont été déplacées. À peine réélu, les attentes vis-à-vis du président Ibrahim Boubacar Keïta sont nombreuses au Mali. En plus des défis sécuritaires, le chef de l'État devra se pencher sur la jeunesse. Il entend accorder une attention particulière aux jeunes qui représentent plus de 60% de la population malienne. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment ce mardi 4 septembre à Bamako. Le premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, qui a conduit le gouvernement à la fin du mandat, conserve son poste et devra former une nouvelle équipe. Plusieurs défis attendent le chef de l'État d'ici 2023, parmi lesquels celui de combler les attentes des jeunes maliens. Je veux faire de la jeunesse la grande cause de ce nouveau mandat. La jeunesse constitue la majorité silencieuse, quelquefois silencieuse, quelquefois bruyante, qui souffre et peine à trouver les repères, les opportunités et les perspectives. J'engagerai donc un pacte national pour la jeunesse à travers des investissements considérables dans la refondation de notre système éducatif et de formation, ainsi que la promotion de l'emploi. Plusieurs jeunes leaders ont soutenu la candidature et participé à la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Parmi eux, Bouba Fane qui a su rassembler les artistes maliens. Nous voudrions vraiment que les jeunes soient responsabilisés. Nous ne voulons pas que ce message du président soit vraiment une parole. Et nous invitons tous les proches du président donc vraiment de faire la jeunesse leur priorité. Nous appelons nos frères et sœurs qui sont avec l'opposition, c'est de leur dire que le Mali, c'est pour nous tous. C'est ensemble nous pouvons faire du Mali un État très très fort. Le Mali compte sur nous, nous sommes les présidents du Mali. Les jeunes Maliens misent sur un renouvellement de la classe dirigeante en 2023. En attendant la formation du prochain gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga,
Les tractations sont en cours afin de redynamiser la machine gouvernementale. Pour faire face à la crise économique et financière engendrée par la chute des prix du pétrole, les pays de la CEMAC misent désormais sur la transformation et l'exportation de leurs ressources animales et halieutiques. Cette mesure, qui vise à diversifier leur économie, est une recommandation de la réunion annuelle des pays membres de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la zone CEMAC, tenue à N'Djamena, au Tchad, du 3 au 4 septembre 2018. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsefem. L'Afrique centrale veut accélérer la transformation de ses ressources animales et halieutiques pour diversifier l'économie des pays membres. Lors de la réunion annuelle des directeurs de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC, tenue ce lundi 3 septembre 2018 en N'Djamena, au moins 15 programmes et 57 projets des États de la sous-région ont été recensés et harmonisés pour leur mise en œuvre. Notre plan stratégique qui compte avec 15 programmes, 55 projets vont donner une réponse positive au niveau des contraintes trouvées au sein de la sous-région. Le résultat final que nous espérons, c'est quoi? C'est pouvoir, au moins dans la sous-région, avoir un 80% de réalisation de production au niveau des secteurs élevage, pêche et aquaculture. Mais pour certains acteurs, pour atteindre ces objectifs, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques doit aider préalablement les pays membres à lutter efficacement contre les pestes des petits ruminants de plus en plus fréquentes. Le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants dans les pays membres, suivant un objectif mondial qui est fixé pour 2030. Donc la zone CEMAC doit mettre en œuvre cette politique pour éradiquer la maladie dans ces 6 pays membres avant l'échéance fixée au niveau mondial. Par ailleurs, le plan stratégique de la Commission prévoit la promotion des échanges commerciaux des ressources animales et halieutiques entre les pays de la sous-région. L'article 27 du projet de loi portant code des communications électroniques suscite la polémique au Sénégal. Adopté en Conseil des ministres, le projet pourrait être une menace pour l'accès aux applications de téléphonie mobile. Une situation qui inquiète les acteurs numériques. Ces derniers demandent son amendement. Reportage à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Les blogueurs, journalistes et activistes sénégalais ont fortement décrié le projet de loi sur le code des communications électroniques adopté le 6 juin 2018 en Conseil des ministres. Pour cause, le texte prévoit en son article 27 une disposition qui permettra de réguler l'accès aux applications de téléphonie par Internet. C'est une atteinte aux libertés individuelles, c'est une atteinte au droit à l'information, également à la liberté d'expression pour tous les citoyens. On peut aujourd'hui également, pour des raisons politiques, se cacher derrière cet alibi-là pour pouvoir faire comme au Mali, couper Internet pendant les jours d'élection, empêcher que les gens ne parlent des résultats, ne publient des résultats directement sortis des urnes à l'heure de la fermeture des bureaux de vote. L'Assemblée nationale doit statuer dessus d'ici mi-octobre sur le sujet. Avec ce dernier alinéa de l'article 27 du Code des communications électroniques, l'autorité de régulation et les fournisseurs d'accès auront une mainmise sur le fonctionnement des réseaux sociaux comme WhatsApp, Skype, Messenger ou encore Twitter. Nous, ce que nous souhaitons, c'est justement que ce dernier alinéa-là, nous ne demandons pas le retrait de la loi pure et simple, mais le retrait de ce dernier alinéa-là. L'article 27 en soi, sur tous ces autres alinéas, sont acceptables, sont bons. Le problème, c'est le dernier alinéa, les 2 dernières phrases, qui est carrément un alinéa liberticide, si on peut dire ainsi. Selon les autorités sénégalaises, les 266 articles que comporte le projet de loi répondent à plusieurs besoins, notamment celui concernant la protection de la vie privée des utilisateurs et la consécration de la neutralité du net. Il a toujours pris du plaisir en peignant ses chaussures usées depuis son enfance. L'artiste peintre congolais Diclo, en grandissant, il a compris qu'il réalisait de la récupération, recyclage qu'il utilise désormais pour s'exprimer à travers une multitude de couleurs. Et en 2012, l'artiste a créé une association collective Art Kituadi afin de travailler en union pour une visibilité efficiente de l'art. Son portrait avec notre correspondant Deva Panzo.
C'est dans son atelier situé à Makelekele, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, que Diclo repeint les chaussures avec la peinture mélangée à la colle. Cette passion, il la tient depuis son enfance et a réussi à grandir avec cet art qu'il retranscrit par une multitude de couleurs pour exprimer l'union. Je me rappelle quand j'étais gamin, je coloriais mes chaussures parce que je n'avais pas les moyens de m'en procurer les nouvelles. Je les peignais, donc j'avais des vieilles. Je les ramenais un peu à la vie. Dans le temps, je ne savais pas que c'était de la récup que je faisais. C'était du recyclage que je faisais. Après, j'ai continué et les gens... ça attirait l'attention. Moi, dans ma tête, c'était pas ça. À côté des chaussures qu'il repeint, Diclo manie bien l'art plastique dans son atelier. En 2012, ses amis et lui ont créé le collectif Arkintwadi afin de travailler dans l'unité pour obtenir des meilleurs résultats et transmettre les connaissances à travers des séances d'ateliers, de formation, comme celui organisé à l'occasion des vacances avec les enfants. C'est d'abord... Cette crise que nous avions, nous les artistes, surtout les artistes plasticiens, on est mis à côté, on est vraiment négligé, quoi. Donc, et travailler, être seul dans son coin, c'est pas évident. On avait ce souci. Donc du coup, quand on s'est croisé avec les amis, on a discuté. Et du coup, les choses se sont mises en place. Les œuvres d'art de Diclo Mbumba sont découvertes par le public à l'occasion de divers événements, des journées portes ouvertes à l'atelier et des expositions au biennale. Plusieurs projets culturels sont en préparation. Malgré le manque de soutien des autorités, ce qui importe pour l'artiste, c'est d'exprimer sa passion. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.